Le voyage de l'Iphigénie va durer 123 jours, dont 115 jours en mer. C'est-à-dire que les jours restants, c'est des jours qui sont consacrés aux escales. L'Iphigénie, elle part le 6 janvier 1864 du Bagne de Toulon. Elle va rejoindre le Cap-Vert à partir du 27 janvier 1864. Elle va y rester quelques jours en escale pour se réapprovisionner en vivres et en eau. Ils comptaient se ravitailler en eau, mais l'eau est considérée comme assez insalubre. Ils vont se contenter de l'eau qui provient de leur cuisine distillatoire, en fait. C'est un appareil à distiller l'eau de mer qui était à bord de ces bateaux à l'époque et qui permettait de transformer l'eau de mer en eau douce. Mais l'eau n'était pas forcément la principale boisson à cette époque-là pendant le voyage. On consommait du vin, essentiellement, même pour les condamnés. Ils avaient leur ration de vin tous les jours. Hein. De temps à autre, un peu d'eau de vie, mais pas aussi fréquemment que le reste de l'équipage, qui, eux, avaient de l'eau de vie au petit déjeuner le matin. Elle repart en fait le 1er février. Le 5 mars, elle passe le cap de Bonne-Espérance, donc elle aura longé toutes les côtes africaines et elle arrive en Afrique du Sud. Elle remonte et elle arrive le 21 mars à Saint-Denis, à La Réunion. Elle va y rester aussi quelques jours. C'est une escale habituelle pour les voyages qui font Toulon-Nouvelle-Calédonie, parce qu'effectivement, on se ravitaille en eau et en vivres, mais on sait aussi qu'il y a des malades à bord de l'Iphigénie, et notamment un malade, le condamné Aubry, qui va rester à l'île de la Réunion, qui ne pourra pas remonter à bord du bateau, qui est trop malade. Et elle va repartir au mois d'avril. Là, elle va se diriger vers l'océan Indien. Et on sait que le 27 avril, elle passe vers les côtes tasmaniennes. Et elle arrive le 9 mai en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est 4 mois de traversée. L'Iphigénie, elle mouille dans la Grande Rade de Nouméa le 9 mai 1864. Va monter à bord le gouverneur Charles Guillain. Donc, il s'adresse aux 248 condamnés pour leur expliquer quelle est leur mission et pourquoi il les attendait avec impatience en Nouvelle-Calédonie. Ouvrier de la transportation, vous êtes envoyé en Nouvelle-Calédonie pour participer aux travaux importants à exécuter dans cette colonie. Je vous y attendais impatiemment comme des auxiliaires dévoués de cette œuvre. Et vous ne tromperez pas, je l'espère, la confiance que j'ai mise en vous. Votre conduite ici peut faire oublier les funestes égarements de votre passé. Et pour moi, je ne veux me les rappeler que comme cause de l'obligation dans laquelle vous êtes de travailler pendant un certain nombre d'années sous la direction de l'administration, avant de jouir des avantages réservés aux colons libres. C'est un discours qui se veut très moralisateur, bien sûr, mais qui annonce tout l'espoir qu'il donne à ces condamnés en misant sur la régénération par le travail. Il faut attendre quelques jours plus tard pour que l'Iphigénie se dirige dans la rade de Nouville, en fait, dans l'Anse-Nou, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anse-Padone. Ce qu'on sait, c'est que dans cette région-là, pour les populations locales, en tout cas pour les populations kanaks, cette région autour de Nouméa, elle est dirigée par le grand chef Kwindo. Le grand chef Kwindo, il n'est pas réputé pour être favorable à la colonisation, au contraire. Il a de bons rapports avec certains colons, par exemple James Padone, qui était installé sur l'île Nou avant que l'administration pénitentiaire arrive. Il a des relations amicales et commerçantes, surtout avec James Padone. Il lui laisse la jouissance d'une partie de l'île pour faire son commerce et installer ses comptoirs. Il n'y a pas de problème. Par contre, entre l'administration française et le grand chef Kwindo, on sait que c'était des affrontements fréquents, c'était des guerres fréquentes qui vont emmener en 1857 à la mort d'un des fils du grand chef Kwindo. Au moment où un de ses fils meurt, le grand chef Kwindo se rend et donc il sera assassiné quelques années plus tard par ses propres guerriers qui ont estimé qu'il s'était rendu trop facilement aux autorités françaises. On sait donc que les rapports sont délicats.
Aux alentours du 16 mai, les condamnés vont descendre de l'Iphigénie pour aller sur l'île Nou. C'est encore une île à l'époque, on le rappelle, hein. Nouville qu'on connaît aujourd'hui n'a été rattachée à Nouméa que dans les années 1970. Donc pendant très longtemps, c'était une île prison. Elle a été choisie pour ça, justement parce que la mer est une frontière naturelle contre les évasions. Quand ils arrivent, on leur attribue un nouveau matricule. Par ordre d'arrivée, donc c'est pas par ordre alphabétique. Hein, donc le premier qui est inscrit sur les listes, eh bien, aura le matricule numéro 1. Et ainsi de suite, 2, 3, 4 et jusqu'à 248, puisqu'il y en a 2 qui sont morts pendant la traversée. Et donc, on va leur distribuer les fameux chapeaux de paille, qui leur vaudra un surnom. On les appellera les chapeaux de paille plus tard. Après 4 mois de traversée, c'est l'autre bout du monde pour ces condamnés. Donc, c'est une double peine déjà pour eux. C'est d'être enfermés, d'être condamnés aux travaux forcés et en plus à des milliers de kilomètres de leur famille ou de leur vie habituelle. Donc, c'est un premier déchirement pour eux, c'est une première difficulté pour ces condamnés. Ensuite, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand l'Iphigénie arrive, l'île est vide. En tout cas, il y a les petits comptoirs de James Paddon, mais il n'y a pas de prison. Donc, c'est un premier choc pour eux, un premier traumatisme, c'est de construire sa propre prison. Ça peut paraître aberrant aujourd'hui, mais ces premiers condamnés ont construit leurs cellules, ils ont construit les ateliers dans lesquels ils vont forger leurs chaînes, leurs barreaux, les clés qui vont les enfermer. Donc c'est forcément aussi un emprisonnement mental pour ces condamnés. Et ils vont commencer les premiers grands travaux et notamment les cases-dortoirs. Il faut, dans l'urgence, loger ces condamnés à terre. Pendant les premiers mois, il y a une petite centaine de condamnés qu'on arrive à loger à terre. Tout le reste va dormir sur le bateau, en fait. Ils retournent à bord de l'Iphigénie la nuit. Et finalement, les cases-dortoirs sont terminées le 30 septembre 1864, donc plusieurs mois après. On va pouvoir y installer les 248 condamnés. Ensuite, l'Iphigénie va rester à disposition du gouverneur Guillain pendant pratiquement un an. Donc c'est une aubaine pour le gouverneur Guillain qui va pouvoir s'en servir pour transporter tout un tas de choses, et notamment du matériel un petit peu partout autour de la Grande Terre. Et parmi ce matériel, il y a un objet très important qui vient d'arriver par bateau, qui est le phare Amédée en pièces détachées, en fait. L'Iphigénie va récupérer les pièces détachées du phare Amédée et va transporter ces pièces jusqu'à l'îlot Amédée. Ça a été aussi une phase importante pour l'histoire de l'Iphigénie, mais aussi pour l'histoire du phare Amédée. Les condamnés, une fois qu'ils ont construit les cases-dortoirs, autre bâtiment important et symbolique de ce camp central, parce que c'est un des seuls, jusque dans les années 1870, construits en dur, donc en pierre et en briques, c'est l'ancienne boulangerie, la boulangerie Guillain, construite en 1868. Alors là, c'est vraiment le pénitencier dépôt, c'est-à-dire le principal camp de transportés, puisqu'il y en a eu 3 sur l'île. Il y a eu, le premier, c'est le pénitencier dépôt de l'île Nou. Le second, ce sera l'hôpital du Marais qui sera construit de l'autre côté, ce qui est aujourd'hui le CHS Albert Bousquet, parce qu'il y avait bien des malades, notamment avec le rythme des corvées qui était incessant. Donc beaucoup de condamnés étaient malades et donc allaient à l'hôpital du Marais. Et le troisième camp, c'est le camp, ce qu'on appelle le camp Est, qui n'est pas du tout à l'est de la ville de Nouméa, mais qui est bien à l'est du pénitencier dépôt. C'est-à-dire que les condamnés qui partaient le matin
pour aller au corvée, notamment les carrières de pierre, ce qui est aujourd'hui à côté du camp Est, en fait, devaient se déplacer et revenir le soir à pied. Donc, ils ont créé des baraquements, ils ont créé un camp annexe qu'on appelait le camp Est. Le nom est resté et qui était donné naturellement à la prison. Moi, je suis Suzanne Castel, donc je suis l'une des descendantes de Bagnard qui est arrivée avec le premier convoi sur l'Iphigénie. Alors, mon aïeul s'appelait Félix Castel, était espagnol, c'était un étranger donc. Il a été condamné en 1863 après des vols. Donc il est venu ici seul. Alors je suis Martine Lagneau, donc arrière-petite-fille d'Antoine Lemaître, condamné aux travaux forcés, qui est donc arrivé avec ce bateau l'Iphigénie. Alors Antoine, on apprend en fait grâce à ses documents, en tout cas sur son matricule, qu'il avait donc volé la nuit. Alors on m'avait expliqué qu'en fait le fait de voler la nuit, c'était 2 fois la peine par rapport au jour. Donc déjà, je pense que cette peine d'une trentaine d'années était déjà assez forte. Qu'a-t-il volé? Je ne sais pas exactement, parce que c'est vraiment le vol qualifié. Il est en tout cas puni parce qu'il exerçait le métier de serrurier et qu'il a utilisé son métier pour pouvoir voler en fait d'honnêtes gens, puisque c'est comme ça un peu que c'est exprimé. En ce qui concerne la durée des peines, il faut se référer à l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 qui dit que tout individu condamné à moins de 8 ans devait doubler son temps de peine, donc devait résider dans la colonie le temps égal au temps de la peine. La personne qui avait 5 ans devait en faire 10, en fait, 5 ans en tant que condamné aux travaux forcés et 5 ans ensuite où ils allaient passer par les différents stades des sections de libérés. Pour tous ceux qui étaient condamnés à plus de 8 ans, et de toute façon, eux, ils étaient condamnés à rester à perpétuité en Nouvelle-Calédonie, ils ne pouvaient pas rentrer en France. Et c'est le cas pour les 250 condamnés de l'Iphigénie, puisque tous avaient été sélectionnés avec des peines qui étaient supérieures à 8 ans, 8 ans ou plus. Donc de toute façon, eux étaient obligés de rester en Nouvelle-Calédonie, c'était l'objectif premier. Pour la durée de sa condamnation, je ne sais pas s'il a eu des remises de peine. Par contre, je sais qu'il avait pris 5 ans supplémentaires pour évasion. Il y a plusieurs tentatives d'évasion. Il y a eu des milliers de tentatives d'évasion, en fait, au bagne, en Nouvelle-Calédonie, entre 1864 et 1884. En 20 ans, en fait, les rapports recensent environ plus de 5500 tentatives d'évasion. Parmi ceux qui ont tenté des évasions, vous en avez 3 en fait, qui ont été ils étaient envoyés dans un camp disciplinaire à Napoléonville, ce qu'on appelle aujourd'hui Canala, et donc ils s'appellent Bram Ben Mohamed, Félix Castel et Venant Champion. Ce sont les 3 en fait qui vont s'évader du camp disciplinaire de Napoléonville ensemble, donc ils sont connus pour ça. La vie quotidienne, pour les condamnés du bagne, elle est rythmée par le travail. Et ce travail, il est entrecoupé de 3 repas dans la journée. Le réveil, il se fait à 5 h du matin. On prend un petit déjeuner, c'est du café avec du pain. Du café froid, parce que le café est préparé à 3 h 30. Ensuite, on part au travail. Les différentes tâches qui sont assignées aux condamnés. Ça va être aussi les corvées quotidiennes. Donc, c'est les corvées d'eau. Il faut aller chercher l'eau au puits pour tous les condamnés ou toutes les personnes qui vivent sur l'île. C'est les corvées de tinette. Donc, il faut vider les toilettes tous les matins. Le four à chaud, la briqueterie. Il y a plein de missions qui sont assignées aux condamnés en fonction
de leur savoir-faire, on l'a dit, donc leur connaissance d'origine, mais aussi leur discipline. Ça veut dire que les travaux les plus difficiles seront donnés aux condamnés les moins dociles. Donc ça, c'est le travail de la matinée. On s'arrête à 11h, on prend son déjeuner dans les cases dortoirs, on reprend le travail jusqu'à 17h30. 17h30, on retourne, c'est l'appel du soir devant les cases dortoirs. On prend son repas dans les cases dortoirs et à 19h, l'enceinte des cases dortoirs ferme ses portes. Une fois que les portes sont fermées, ils ont environ 1 heure où ils ont du temps libre. Ils ont le temps de se laver, de se raser. Donc ça, c'est le passe-temps habituel. Et puis, il y a aussi le jeu de hasard. Donc c'est le début aussi des paris entre condamnés. C'est totalement interdit par l'administration pénitentiaire, mais c'est le moyen pour les condamnés de sortir un peu de leur vie quotidienne. Et puis, bien sûr, il y a la violence entre condamnés. On parle bien sûr de la violence de la mise au travail quotidienne, tous les jours, les humiliations que les condamnés peuvent subir. Mais une fois que les portes se ferment, il faut rappeler que dans une case dortoir, il y a entre 50 et 60 condamnés qui y dorment. Ce sont que des hommes, il n'y a pas de femmes sur le site. Et donc, quand vous enfermez des hommes pendant plusieurs années, plusieurs heures chaque soir, la promiscuité déjà favorise les bagarres, favorise la violence verbale, physique, mais aussi sexuelle. Il y a aussi des cas de pédérastie, c'est le terme qui est utilisé. L'homosexualité n'est jamais citée. On parle principalement de pédérastie entre condamnés qui est pratiquée fréquemment. Des cas volontaires, hein. Il y a aussi des histoires d'amour, il y a aussi des condamnés qui tombent amoureux. Ça, on a des témoignages des condamnés eux-mêmes, mais il y a aussi des violences non voulues. Il y en a 152 en fait qui vont survivre et donc qui vont être plus ou moins insérés dans la société calédonienne, soit en obtenant une concession, soit en travaillant dans l'administration, soit en redevenant délinquants et donc ils sont à nouveau condamnés. Et de ce premier convoi, il y en a quand même quelques-uns qui vont se marier, avoir des enfants. Et donc, il y a 101 enfants qui vont naître de ce premier convoi. Alors après leur temps de peine, les condamnés devaient doubler leur temps de peine, on l'avait dit tout à l'heure. Donc ils passaient dans une catégorie qu'on appelle les libérés. Mais libérés ne voulait pas dire libre. C'est-à-dire qu'ils passaient dans une catégorie, d'abord dans une première section où ils devaient faire preuve de bonne conduite, d'assiduité, etc. Mais ils n'étaient plus ici au pénitencier de l'Île-Nou. Souvent, ils étaient en brousse dans les différents centres pénitentiaires, comme à Bourail, à La Foix, etc. Et ils passaient donc un temps important dans cette première section de libérés. Ils devaient faire patte blanche, hein, et puis ensuite ils étaient admis à la deuxième section de libérés. Et puis au terme de tout ce parcours, en fait, ils avaient donc doublé ou plus leur temps de peine initial. Eh bien, ils pouvaient prétendre à une réhabilitation, mais rares ont été les condamnés de l'Iphigénie qui ont pu être réhabilités. Je crois que sur les 248 de l'Iphigénie, seuls 3 ont pu être réhabilités. Et donc, très rapidement, il leur faut trouver des épouses pour faire une famille et puis retrouver l'honneur. Puisque je pense qu'à un certain moment, quand on est bagnard, on est sûrement déchu de ses droits. Et donc, de retrouver cet honneur et donc de recommencer une nouvelle vie en Nouvelle-Calédonie. Donc, évidemment, il ne rentrera jamais en France. Donc, il se marie avec Marianne. Marianne, qui est elle aussi condamnée. Hein. Donc là, je ne sais pas ce qu'il fait exactement à Bourail. En tout cas, il a l'air de ne pas toujours être très sympathique, parce qu'il se met à dos l'administration pénitentiaire, qui lui remet encore une couche et qui lui rajoute en fait des années de condamnation, et qui finalement, à un certain moment, même il n'a plus ses droits à ses lopins de terre, puisque l'intérêt c'était de travailler la terre. J'ai vu qu'il avait réussi à s'implanter donc sur la région de Canala. Il a obtenu une concession, il y a travaillé et il a eu un enfant avec une femme originaire de Canala. Là, vous avez donc état de transcription, c'est bien un lot de villes situées à Canala. Ça, c'était accordé à M. Félix Castel.
Il faisait 4 hectares 24. Alors après, je n'ai plus du tout de nouvelles de sa vie, après sa libération. Je sais juste qu'il a vécu assez longtemps, hein, jusqu'à ses plus de 70 ans, et qu'il est revenu ici à l'île Nou, hein, qui accueillait à nouveau les anciens bagnards en fin de vie. Donc là, c'est le décès de Félix qui était arrivé au bagne. Donc vous voyez Castel ou Castex. Et son acte de décès le 21 avril 1920. En lisant l'acte de décès d'Antoine, j'apprends qu'il est décédé tout seul, a priori, aux Petites Sœurs des Pauvres. Et que donc, là aussi, je me fais un petit schéma en me disant il devait être seul et peut-être qu'il y redescend. Pour moi, c'est un lien direct entre... Il a été dépossédé de sa terre, enfin en tout cas de son bien, donc il n'a plus rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il descend à la capitale. Donc je pense qu'il descend pour peut-être gagner un peu sa vie, mais apparemment il était plutôt assez pauvre et il n'a ni refait sa vie, il aurait pu la refaire, hein. Et il n'a ni bien, ni quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'était quelqu'un qui vivait au jour le jour? On peut peut-être penser qu'il aurait pu être... Je ne sais pas si à l'époque, il y avait des SDF. Mais en tout cas, je ne suis pas bien sûre que sa fin de vie soit quelque chose de sympa. L'arrivée de ce premier convoi fait partie de marqueurs identitaires qui ont forgé d'une certaine manière l'identité de la Nouvelle-Calédonie. Autant le bagne a marqué l'histoire de France en général, l'histoire de Toulon aussi en particulier, et bien entendu est vraiment un marqueur dans l'histoire du développement de la Nouvelle-Calédonie. On a aussi des lieux remarquables qu'on connaît tous en tant que Calédoniens, quand on a grandi en Nouvelle-Calédonie. Je parle par exemple de la place des Cocotiers, tout simplement, hein, qu'on soit de Nouméa ou qu'on soit de la Brousse, on est tous passés par la place des Cocotiers. On a tous vu la fontaine céleste, elle est construite par les condamnés du bagne. Si vous habitez au Mont-d'Or-Sud, à la Coulée, le pont de la Coulée, au départ, il est fait par les condamnés du bagne. Si vous vivez à l'île des Pins, c'était le camp des déportés. Si vous vivez à Pointe-Boute, il y avait un camp de travail. Si vous vivez à Bélep, ça a aussi été un camp où on a envoyé des condamnés. Si vous vivez dans les îles Loyauté, l'église de Répéné à Lifou a été construite par les condamnés du bagne. Donc on peut faire le tour de la Nouvelle-Calédonie et dans chaque village, dans chaque région, je peux vous donner des marqueurs du bagne, des endroits où sont passés les condamnés. Ça a transformé les hommes parce qu'il y a eu du métissage. Il y a eu des enfants qui sont nés de toutes ces histoires-là et qui sont aujourd'hui des descendants en Nouvelle-Calédonie. On aime bien savoir d'où on vient. Alors évidemment, on peut en rire, hein. Moi, je suis descendante d'un voleur, toi d'un meurtrier, etc., etc. Mais en tout cas, ça se situe. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne la colonne vertébrale. Si je suis profondément calédonienne, ça vient d'Antoine et de Marianne. Voilà, c'est un ensemble, pour moi, qui me situe et qui me donne ma place, en fait, en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment un sujet central, hein, pour que le dialogue puisse s'instaurer et en toute transparence et en tout respect et en totale humilité. C'est absolument la nécessité de faire sortir des sources enfouies, d'utiliser au mieux la mémoire collective pour dégager ces éléments de ces liens, hein, entre ces deux espaces très éloignés et qui ont, pendant plusieurs décennies, voire siècles, partagé des moments identiques. Ça fait partie de l'histoire, de la construction de la Calédonie et je pense que ça peut apporter un petit peu, surtout nous qui sommes métis, dans l'éclairage du vivre ensemble qu'on espère toujours ici.